Eh ben, je vous remercie d'être là. J'ai souvent croisé des géants. Alors, dans la littérature fantastique, dans la science-fiction, dans les contes, etc. Alors, fréquemment dans mes propres livres. Par exemple, dans Robots et Chaos, à l'école des loisirs, Micromégas fait une apparition. En couverture de l'Ogrion anorexique, que vous voyez aussi derrière moi, et en vente également, j'en ai encore quelques exemplaires, on ne le trouve plus nulle part. En couverture de cet Ogrion anorexique qui est illustré par Pef, la taille des couverts par rapport à la gamine suffit à suggérer la présence d'un géant. Et dans le Canari m'a dit, contes et poèmes d'Afrique, qui est également épuisé et qui fait partie des listes du ministère de l'Éducation nationale pour le cycle 3. Alors c'est un des 4 livres de la collection Contes et poèmes du monde entier, écrit à 4 mains avec Réjeanne Niogret. On rencontre Zom, un géant haut comme un arbre, qui avait 2 têtes, et ses mains étaient des gourdins durcis par le feu pour écraser les hommes qu'il voulait manger. Bon, personnellement, j'aimerais pas le rencontrer au coin d'un bois. Heureusement, je ne fréquente guère la forêt équatoriale. Alors, le fameux géant de Jacques et les haricots géants, qui est le titre originel qu'on appelle souvent le haricot magique, a même fait un séjour chez moi, pendant que je traduisais le texte initial écrit par Joseph Jacobs au XIXe siècle. Il était même accompagné de sa femme, la seule géante que je connaisse dans les livres. Mesdames, j'ai aussi rencontré beaucoup de géants dans la littérature de jeunesse dont je suis spécialiste. Par exemple, Les Derniers Géants, qui se trouve aussi là-bas comme par hasard, parmi tous ces livres qui sont présentés. Alors, Les Derniers Géants de François Place, paru chez Casterman. Vous voyez la différence de taille entre le squelette et le petit homme. Ou alors, je vous signale qu'il y a un humain sur cette page, au milieu. Enfin, vous aurez aussi le loisir de regarder plus, parce qu'il y en a plein. Et il y a celui-là aussi que j'ai reçu il y a quelques jours, puisque les éditeurs jeunesse m'envoient des livres pour que je les chronique. Et dans Le Gardien des Contes, on trouve cette page. Oui, il n'est pas tout petit. Mais bon, parmi énormément de livres que je ne citerai pas ici, je vais vous parler maintenant du plus grand des géants. Pas par la taille, hein. Pas par la taille, parce que si je calcule bien, le géant du froid de Jean-Pierre Andrevon
c'est un livre qui est paru chez De Noël, mesure 23 km de haut. Et Micromégas, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, fait 32 km. Non, le plus grand par sa personnalité. Bon, je pense que vous avez deviné, oui, c'est Gargantua, avec qui j'ai eu l'honneur de dialoguer pendant 1 an, quand j'ai traduit du vieux François des extraits choisis de Rabelais pour un grand album Milan destiné à la jeunesse. Bon, par exemple, mais vous aurez le loisir de le feuilleter, hein, il se trouve derrière ici, et je n'ai aussi trouvé les derniers exemplaires en vente, le cas échéant. Mais avant de revenir à Gargantua, faisons un pas de géant en arrière, afin de rencontrer nos ancêtres, les géants. Ils sont là, dans toutes les mythologies, dans toutes les fictions. Je ne vais pas détailler, ça sera gigantesque, mais allons voir d'abord chez les Grecs. Fils de la terre, Gaïa, et du ciel, Ouranos, naissent d'abord les titans. Ça tombe bien, il y a un spectacle sur les titans dans le cadre de cette opération, qui jouera après-demain. Alors les titans s'accouplent avec leurs sœurs. Ça commence bien. Elles étaient les seules femmes. Or, comme on a prédit au roi des titans qu'un de ses enfants le détrônerait, quelle était la solution? Dans sa tête de géant, il bouffe ses enfants à la naissance. Le peintre Goya a représenté la scène. Je vous laisse en profiter. Miam miam. Bon, il faut reconnaître que ce n'est pas très civilisé. Et je trouve que Goya représente bien la personnalité des premiers géants. Du coup, dès les origines, géants et ogres sont confondus. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les livres préparés par la médiathèque, il y a 1 ou 2 livres qui sont des livres sur les ogres. Mais effectivement, dès le départ, ogres et géants, c'était kiff-kiff. Cependant, Gaïa et Ouranos, qui sont fort prolifiques, font d'autres enfants. Et du coup naissent les cyclopes. Alors des monstres géants, avec un seul œil au milieu du front, hein, vous vous rappelez l'Odyssée, Ulysse et ses compagnons prisonniers dans la grotte du Cyclope. On voit bien la parenté entre le roi des titans et Polyphème, par exemple en regardant ce tableau anonyme où on voit qu'il est en train de bouffer quelqu'un, un humain. Le cyclope Polyphème. Comme représenté dans ce tableau, il est à la fois ogre, géant et cyclope. Donc voilà, dès le départ, nous avons le tiercé gagnant. Autrement dit, les ancêtres de Gargantua sont des monstres, et j'ajoute, et les quelques exemples cités le montrent, qu'ils ont une 4e caractéristique commune, ce sont des crétins. Mais des crétins avérés, des balourds bas de plafond, si vous préférez. On trouve des exemples de ces créatures dans presque toutes les mythologies. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, je vais juste vous donner quelques exemples. Chez les Nordiques, par exemple, les géants sont hermaphrodites, c'est bien pratique du coup.
Et d'après Wikipédia, ce sont des créatures chaotiques par opposition aux dieux qui représentent l'ordre. Il n'y a pas que là. Par la suite, dans cette mythologie, vous savez qui va prendre la place des géants chez les Nordiques? Allez, je vous mets sur la voie. Les trolls. Chez les Celtes, c'est Balor, qui est un géant cyclope, inhumain, démoniaque, personnifiant le chaos lui aussi. Ils sont charmants, tous ces gens. Bah, absolument. Chez les Gaulois, c'est un géant à queue de serpent qui symbolise les forces du mal. Chez les Hindous, Daita est un géant maléfique, sans oublier naturellement le Goliath de la Bible ou dans la tradition juive, le mythe du golem qui, là je cite Le Monde, fait naître la vision d'un être colossal, une sorte de géant musculeux et pâteau. Et en fait, c'est également un crétin. Puisqu'il n'a pas de personnalité et qui fait tout ce qu'on lui dit. Bon, restons-en là pour ce qui concerne les mythologies. Ces mythes ont donné naissance à des légendes, à des contes que nous connaissons bien, où l'on retrouve la stupidité ancestrale de ces monstres. Ainsi, rappelez-vous, l'ogre du Petit Pousset n'est apparemment pas un géant, mais ses bottes de 7 lieues lui permettent de faire des enjambées de géants, des pas de géants. Et il est bête au point de tuer ses propres filles. L'ogre du Chaboté peut se transformer en géant comme en souris. On ignore quel est son aspect normal. Mais il est si borné qu'il se fait berner par le minou. Quant au personnage de Jack ou le haricot géant, il coche toutes les cases. C'est un géant, mais c'est aussi un ogre. Il était de taille imposante, assurément. À sa ceinture pendaient 3 veaux accrochés par les pattes. Il les détacha et les jeta sur la table en disant « Tiens, femme, fais-moi griller une paire pour le petit déjeuner. » Il est macho en plus. Hein. Ah, mais qu'est-ce que je sens? Cric, crac, croc. Cela sent l'odeur du sang d'un petit Anglais. Qu'il soit toujours vivant ou bien défunt, je vais moudre ses os pour faire mon pain. Alors vous voyez, ça remonte. Et il est tellement stupide qu'il se fait berner par Jack à 3 reprises. Jack lui vole tous ses objets magiques et il le tue à la fin en le faisant tomber de l'arbre, du haricotier. Mais quand à l'horloge du temps sonne le XVIe siècle, de nouveaux géants apparaissent, fort différents. À commencer par Pantagruel, en 1532, et Gargantua 2 ans après. Or, tout comme je viens de le faire, Rabelais commence son Pantagruel par l'origine des géants, qu'il attribue à un fruit. Vous savez lequel? La nèfle, qu'on a pratiquement oublié de nos jours. Alors, selon lui, loin dans le passé, les humains normaux se gavaient de nèfles. Ces fruits anciens avaient la particularité, dit-il, de faire enfler une partie du corps humain. Alors évidemment, je vous laisse deviner les plaisanteries graveleuses précisant ce propos. C'est de là que proviennent les géants.
et d'en énumérer une cinquantaine, les ancêtres de Pantagruel et de Gargantua, son père, dont certains nous sont familiers et que j'ai cités, les Titans, Polyphène, Goliath, etc. Cependant, comme la vraie lignée des géants rabelaisiens est fondée par Gargantua, c'est lui que je vais prendre en exemple. Dès sa naissance, on a confirmation que Gargantua est un géant, car pour le nourrir, il faut 17 913 vaches. De 3 à 5 ans, c'est un enfant comme les autres, qui se vautre dans la boue, qui court après les papillons, qui se lave les mains dans le potage, ou se cache dans l'eau pour éviter la pluie. Plus tard, malgré quelques frasques estudiantines comme pisser du haut de Notre-Dame sur les Parisiens, ce qui va en noyer 260 418, ou bien s'emparer des cloches de la cathédrale pour faire un collier à sa jument, Gargantua, après de solides études sous le préceptorat de Pornacratès, se révèle un géant sage, véritable homme d'État, et en particulier quand son père lui confie le commandement de la guerre picrocolline et qu'on lui demande s'il faut poursuivre son ennemi en déroute, il déclare non. Car en bonne stratégie, il ne faut jamais réduire son ennemi au désespoir, cela décuple ses forces et accroît son courage. Laissez-lui toujours une porte de sortie. J'aimerais bien que certains des dirigeants qu'on a aujourd'hui relisent Rabelais. Lors de la reddition, nouvelle preuve de sagesse. On livra à Gargantua les rebelles qu'il réclamait, sauf Spadassin et Merdaille, qui s'étaient enfuis 6 heures avant la bataille. Gargantua ne leur fit autre mal que de les mettre au travail dans l'imprimerie qu'il venait de créer. Les morts furent enterrés honorablement, les blessés soignés à l'hôpital. Gargantua dédommagea aussi les habitants des dégâts occasionnés. Ça aussi, j'aimerais bien que de temps en temps, Poutine et d'autres, Enfin, avec frère Jean, Gargantua invente carrément une société nouvelle à l'abbaye de Thélème, où la maîtresse phrase est, vous le savez, fais ce que voudra, fais ce que voudra. Je vous montre juste quelques illustrations de Ludovic de Burme, mon illustrateur pour ce livre, qui résume l'ambiance qui règne à l'abbaye de Thélème. On est au XVIe siècle, L'invention de Gargantua a été un pas de géant vers la transformation de la personnalité des géants. Je ne vais vous en donner que 3 exemples, mais il y en a plein d'autres. En 1721, paraît en Angleterre le livre de Swift, Les voyages de Gulliver. Lors de son premier voyage, Gulliver découvre les Lilliputiens, vous le rappelez, qui le considèrent comme un géant. Le deuxième voyage le mène à Brobdingnag, pays de géants haut d'une vingtaine de mètres.
C'est amusant, ce sont les efforts du héros minuscule, mais très humain, très anglais. Les efforts qu'il fait pour se faire reconnaître comme un être humain, alors qu'il le considère comme un animal. Il utilise alors les comportements qu'il considère comme des signes de civilisation, en particulier discourir. Il parle tout le temps, il fait des phrases. On dirait un homme d'État. Marcher debout. Chaque fois qu'il se retrouve à quatre pattes, c'est un drame pour lui. Ou offrir de l'or. Il essaye de les acheter avec ses pièces de monnaie, vous imaginez, par rapport aux géants. Quant à la sagesse de ces géants, un seul exemple suffit. Dans le chapitre 6 de Brobdingnag, à la demande du roi, Gulliver fait un exposé sur l'histoire et les institutions de l'Angleterre. Le roi le bombarde de questions pour avoir des précisions. Quand Gulliver a répondu à tout, le roi conclut, citation, « Les gens de votre race forment dans leur ensemble la plus odieuse petite vermine à qui la nature ait jamais permis de ramper à la surface de la terre. » Le deuxième exemple de géant civilisé, c'est Micromégas, le personnage de Voltaire, dont le livre paraît en 1752. Dès le début, cet extraterrestre habitant de Sirius, qui mesure 8 lieues de haut, est présenté comme un jeune homme de beaucoup d'esprit. Bon, je ne détaille pas ses études au collège des jésuites de sa planète, ses façons de s'intéresser à la science, c'est pas très éloigné de l'éducation de Gargantua. Comme ce dernier, Micromégas découvre les guerres endémiques sur Terre, et dès qu'il parvient à communiquer avec ses atomes intelligents, il entame des débats philosophiques pour essayer de les faire renoncer à la guerre, mais il n'y parvient pas. Quant à mon troisième, c'est Papabois, le héros d'un conte de Trinidad et Tobago que Réjeanne Gray et moi avons introduit dans Titambour Rouge et Moment de l'eau, contes et poèmes des Caraïbes. Vous voulez que je vous lise le conte? Vous n'allez pas vous ennuyer? Bon. Si on s'ennuie, on se lève, on s'en va. D'accord. Au moment où débute cette aventure, Nasha est en train de traverser la forêt. Elle passe par un petit chemin de latérite qu'elle n'a jamais emprunté. À son bras, un panier bien rempli. Et comme elle n'est guère rassurée, elle marche à grands pas. Le sentier serpente. Il se perd dans l'ombre des sapotiliers, se fond dans le rouge des cocobolos, disparaît, minuscule, entre les racines géantes des capotiers. Nasha est pâtissière. Elle va vendre ses gâteaux au marché. Elle s'est couchée tard la veille et au matin, quand le colibri Corinne a chanté, elle ne l'a pas entendu et elle ne s'est pas levée. Lorsqu'elle s'est réveillée, le soleil était déjà à 10 heures. Elle a déposé dans son panier ses roulés au raisin de Corinthe et ses pains à la noix de coco. Puis, pour gagner du temps, au lieu de prendre la route qui mène au village, elle a choisi d'emprunter le sentier qui coupe à travers la forêt. Tout à sa précipitation, elle n'a plus pensé à Papabois. Soudain, alors qu'elle se faufile dans la végétation, se déroule sous son nez une longue lanière verte. « Oh, tu m'as fait peur !» s'exclame Nasha en reconnaissant un serpent liane. « La prochaine fois, fais attention, tu peux te pousser s'il te plaît ?» Elle hâte le pas, regarde à gauche, à droite, et scrutant les arbres murmure « Pourvu que Papabois ne me prenne pas pour une braconnière !»
Pendant qu'elle s'avance dans la jungle, voilà que du haut d'un grand acacia, un petit singe la voit. Capucin n'a jamais croisé d'êtres humains, et ce drôle d'animal marchant sur ses deux pattes attire son attention. Alors, passant d'une cime à l'autre, le petit curieux la suit. En même temps qu'il se déplace de branche en branche, ses narines frémissent. Quelque chose sent bon dans ce qui se balance au bras de cet inconnu, et Capucin a faim. Bon, maintenant, si vous le voulez bien, parlons un peu de Papa Bois. Papa Bois est le protecteur de la forêt et à ce titre, il empêche quiconque de nuire à ses hôtes. Avec Papa Bois dans les parages, pas question de voler un seul fruit aux animaux, d'attraper un oiseau, d'abattre un arbre, et encore moins de chasser. Papa Bois voit briller la lame du nuage de très loin, et si un malheureux bûcheron en vient un jour à arpenter son domaine, on peut être sûr qu'il ne reverra jamais sa maison. C'est en tout cas ce dont Nacha essaie de se convaincre en poursuivant sa route qu'elle ne fait que passer. Brusquement, elle s'immobilise et dit « Si j'ai bien vu, j'ai des ennuis. » Il lui a semblé apercevoir une haute silhouette traverser le chemin à vive allure. Elle a bien cru distinguer des cornes sur la tête de l'apparition. Il lui a vu des sabots en guise de pied. Aussi, si c'est Papa Bois, songe-t-elle apeurée, je peux lui expliquer ce que je fais là. À ce moment, un nuage bleu fonce dans sa direction. Elle crie « Au secours, j'ai des ennuis !» Puis voyant une nuée de splendides morphos volter devant elle, la pâtissière éclate de rire. « Je suis stupide, une nuée de splendides morphos !» Et en dispersant les papillons, elle se remet en marche. Capucin la suit toujours. Il ne perd pas une miette de ce qui se passe et l'odeur qui monte du panier l'attire au plus haut point. En bas, alors qu'elle arrive devant un ruisseau bouillonnant, Nacha se retrouve nez à nez avec une grenouille rouge assise sur une branche. L'amphibien est venimeux. Nacha le sait et elle se garde bien de toucher. Soudain, un petit ouragan se lève et un tourbillon de poussière ocre s'abat sur la forêt. Nacha plisse les yeux et hurle « Au secours, j'ai des ennuis !» Cette fois, elle en est sûre. Elle a aperçu Papa Bois. Elle a reconnu sa pelisse entremêlée de feuilles vertes et a vu de nouveau ses sabots. Épouvantée, elle lâche son panier, court et sans demander son reste, quitte la forêt. Plutôt que de la suivre, Capucin descend de l'arbre et s'approche du panier qui s'est renversé. Le petit singe renifle, puis, après avoir jeté de petits coups d'œil à droite et à gauche, s'empare d'une pâtisserie et gloup, l'enfourne dans sa bouche. Il ramasse une autre, qu'il dévore, puis une autre encore. Qu'est-ce que c'est bon les ennuis, murmure-t-il, la bouche pleine, un gâteau dans chaque main. Lorsqu'il a dévoré tous les roulés et englouti les petits pains jusqu'au dernier, il se tourne vers le panier, en attrape l'anse et prend la direction du village. Mais l'objet l'encombre et le gêne pour marcher. Il essaie de le traîner, de le pousser, il le met à l'envers sur sa tête, en vain. Découragé, il l'abandonne dans un taillis et repart trottinant. Un iguane passe par là, intrigué par son allure, le petit singe le suit en gambadant. Puis un papillon le détourne de sa quête. Capucin passe ensuite un moment avec les fourmis. Il suit un bel oiseau. Tant et si bien qu'il en oublie son idée. Quand le soir tombe, il monte se blottir pour la nuit, loin des tracas du monde, tout en haut d'un palmier. Le lendemain, quand il se réveille, il est affamé. Ah, pourquoi je ne me suis pas réfugié sur un bananier ou un manguier, se demande-t-il. Je m'y serais reposé tout aussi bien, et en plus, j'y aurais mangé. Puis il se souvient
des délices qu'il a dégustées la veille et le voilà repartir en direction du village. Il marche sans s'arrêter et arrive dans une rue bordée de maisonnettes en bois. Le nez en avant, il s'aventure à l'affût des odeurs. Il sent par terre, il renifle en l'air, il hume, il inspecte. Mais ce qui s'offre à son odorat, émanation de fumée, relents de poussière, effluve de poisson, le déçoit. Avisant une petite épicerie, il entre et dit « Je veux des ennuis, donnez-moi des ennuis ». Malheureusement pour lui, depuis qu'il s'est fait piller ses légumes par des babouins, le marchand de cette boutique-là déteste les singes. « Ah, tu veux des ennuis? Je vais t'en donner !» réplique le commerçant en ricanant. Il va chercher quelque chose dans la cour arrière et en revient avec un sac gonflé qu'il tend à Capucin. « Voilà des ennuis. Il faut les laisser reposer avant de les manger. Hein. N'ouvre pas le sac avant midi. » Capucin remercie, sort de la boutique. « Ah, ces ennuis qui sortent du four vont être un régal, pense-t-il en courant vers la forêt. » Le chargement pèse un bon poids et l'animal se pourlèche les babines d'avance. À peine a-t-il atteint l'orée des bois que la faim et la gourmandise se liguent contre sa volonté pour qu'il déballe son déjeuner. Sans plus attendre, il dénoue prestement le sac et l'ouvre. À l'intérieur, nulle pâtisserie ou autre douceur, mais 2 gros chiens en train de dormir. Accommodés par la lumière, les voici qui se réveillent en montrant les dents. Détectant l'odeur du petit singe, il grogne et soudain saute sur Capucin pour le mettre en pièces. L'animal s'enfuit en hurlant. Il détale entre les buissons. Il file sur la poussière des chemins et fait du mieux qu'il peut pour semer les chiens. Mais les arbres sont encore loin et les molosses courent vite. Il se rapproche. La forêt retentit d'aboiements féroces. « C'est quoi ces hurlements? Qui se permet de chasser avec des limiers dans mon royaume ?» clame alors Papabois, surgi des taillis. Il est aussi grand qu'un arbre. Ses cornes effleurent le ciel. Ses grands yeux crépitent et ses sabots martèlent le sol. Il court vers les chiens et les attrape par la peau du cou. « Où se trouve votre maître ?» tonne-t-il en regardant de toutes parts. Il aperçoit Capucin. La petite proie s'est recroquevillée dans un fourré et tremble de tout son corps. « Vous n'avez pas honte, dit-il en fixant les 2 mâtins. Vous avez terrorisé mon petit singe. Allez, oust, disparaissez !» Sur ce, Papabois saisit les molosses et les envoie dinguer au loin. « Et ne remettez jamais plus les pattes dans mon domaine !» tempête le protecteur de la vie sauvage. Ça continue encore un peu, puis après il y a des poèmes, puisque c'est contes et poèmes du monde entier. Voilà. Nous voici du retour au XXIe siècle. Les géants ont-ils disparu? Loin de là. Pouvez-vous me dire quels sont les géants qu'on peut rencontrer un peu partout aujourd'hui? Les robots industriels, peut-être. Les robots industriels. Les robots industriels. Et d'une façon plus générale, les marionnettes géantes. Voici quelques photos. Il y en a partout. Monsieur et Madame Gaillan, à Douai. Alors eux, ils existent depuis toujours. On les sort tous les ans pour le carnaval. Mais quand ils font les fêtes de Bayonne, ils donnent les clés Pareil. à 2 géants. À 2 géants. La première jour, c'est pour les enfants, ils donnent les clés de la ville à 2 géants. Extrait du Populaire du Centre C'est où ça? de cette année. Où c'est? Le Populaire du Centre. C'est le Massif central. Oui, parce que vous savez, le centre aussi. Vous voyez les petits humains? Il y a en même temps le centre. Il y a beaucoup de centres. Oui, c'est
central, le centre. La fameuse marionnette à mal, là je l'ai prise dans le Dauphiné libéré, mais elle est en train de faire le tour de France et des pays francophones ou non francophones. Elle symbolise une jeune réfugiée. Elle tourne depuis cette année. Alors, Royal de Luxe à Nantes. Et pour finir, à Bailleul, dans le Nord, Gargantua. Mais ça se multiplie. Hein, si vous cherchez géant contemporain ou marionnette géante. Et alors là, je vous ai montré que les humains, mais alors, en particulier Royal de Luxe, il y a des éléphants, des chevaux, des tas de bestioles. Et c'est pas les seuls. Hein, il y a une autre compagnie qui fait des trucs du même genre. Donc voilà, on est revenu à notre époque. Si vous avez des questions ou si vous voulez en débattre, je suis à votre disposition. Le premier qui pose une question a le droit à un bonbon. C'est pas pour le bonbon, c'est simplement pour préciser pourquoi je dis robot industriel, parce qu'il y a déjà pas mal de temps, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'avais été visiter un salon de l'industrie à Paris, avec des élèves qui avaient une formation mécanique. Et là, c'est l'entreprise Renault qui exposait des machines extraordinaires, avec des bras. D'ailleurs, c'était assez chouette, c'était très chorégraphié, qui construisait ou qui déplaçait des pièces de voitures à assembler. Il y avait un côté, effectivement, alors quasi, faisait un peu d'anthropomorphisme, parce qu'on avait l'impression qu'ils s'étaient animés, qu'ils étaient d'une taille extraordinaire. Oui, il y a une fascination qui dure pour les géants, pour des choses de ce genre, alors qu'il n'y a pratiquement rien sur les nains. Oui, il y a quelques contes. Alors il y a des contes. Oui, il y a quelques contes et il y a quelques romans, mais c'est pas le même engouement que pour les géants. Mais Kirikou, Kirikou la sorcière. La sorcière. Ouais, qui était tout petit. Lancelot. Beau dessin. Mais c'est assez curieux, cette transition brusque vers l'être bienfaisant, vers la Renaissance. Oui. On ne s'explique pas comment. Oui, c'est vrai. Puis les enfants veulent grandir. Non, mais c'est vrai que Rabelais y est pour beaucoup dans cette transformation. C'est vrai qu'on passe vraiment du géant, comme vous disiez, du géant ogre, voilà, de celui qui est maléfique pour l'humanité, voilà. Et puis il va lui en faire des débonnaires, des gens, des géants qui sont là pour accompagner l'humanité d'une manière éclairée, autant que faire se peut. Et c'est peut-être pour ça qu'on se raccroche à certains géants encore aujourd'hui. Et je pense que cette fascination, elle tient également à l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on a en grand nos propres failles. Voilà. On se voit tel que nous sommes, avec notre clair-obscur, voilà, et on se voit en grand. Et je pense que c'est ça ce qui façonne l'imaginaire. D'ailleurs, dans les cadeaux que les intervenants reçoivent de la part des organisateurs, il y avait un miroir grossissant. Rebondir là, en littérature contemporaine, Tom Ungerer illustre ce que tu dis là avec le géant Zeraza. Oui, absolument. Là, c'est un ogre qui s'humanise. Absolument. Ça rappelle les travers humains. Bon, ceci étant, comme je l'expliquais hier soir, le personnage de Gargantua existait avant Rabelais. Depuis longtemps, Gargantua, ça voulait dire quelle grande bouche tu as. Et il a laissé des traces, et en particulier des traces scatologiques dans de nombreux endroits en France, en particulier à Nantua, qui se trouve dans l'Ain.
et qui est dans une cluse. Et les habitants de Nantua, en plaisantant, s'appellent les catholards. Et ça n'a rien à voir avec le catholicisme, ça a à voir avec les catholes, un mot du coin qui signifie des crottes, parce que, par Rabelais, mais Gargantua était venu en posant un pied sur chaque montagne et avait déversé ses catholes dans la cluse de Nantua. Voilà. Et il se trouve que ma partenaire d'écriture pour cette collection-là, dont je vous ai parlé plusieurs fois, Eugène Gray, est née à Nantua. Après cette présence des géants, enfin, notamment de Gargantua ou de Boussier, Oui, oui. c'est vraiment au XIe siècle, puis avec la légende arthurienne, où on va avoir ce Merlin l'Enchanteur qui va être créateur. Plus, ouais. Voilà. Parce que dans le roman arthurien, il n'y a pas de géant. Il y a... Mais dans la confection, pourtant, Oui. de Merlin l'Enchanteur, il y a la confection Oui, de géants. Grand Gosier et Galmel, absolument. donc sur la plus haute montagne d'Orient. D'ailleurs, Grand Gosier, vous voyez que c'est la traduction. Rabelais récupère cette tradition-là de Merlin, l'Enchanteur Merlin, pour mettre en perspective une nouvelle dynastie avec les mêmes noms. C'est ça. C'est-à-dire qu'il emploie un véhicule ancien pour porter cette nouvelle. Comme on fait beaucoup d'écrivains qui reprennent une tradition, à commencer par tous les contes traditionnels qu'on connaît, remontent des fois au Moyen-Âge ou même avant. Il y a des contes il y a des personnages de contes qui ont été actualisés, mais qui ont été inventés dans des mythes, dans des croyances même, donc dans des religions à l'époque qui remontent à Ulysse, etc., quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à relire Ulysse et on en rencontre un certain nombre. Il n'y a pas de licorne encore. Ça, c'est plus récent. On a les deux. On a les géants débonnaires. Oui, On a également loup-garou, donc qui est un autre géant. absolument. C'est le géant tapis dans l'ombre et qui est là pour, Revanchard. Ouais. voilà, pour entamer l'humanité. Il y a comme ça ce combat dans le roman entre les deux géants. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on y retrouve les origines, puisque quand je vous disais à tel endroit, etc., à chaque fois, le géant était opposé au dieu. Et c'est cette alternative, le dieu construisait, le géant détruisait. Et dans toutes les religions. Qui ont engendré. Ce sont des dieux qui ont engendré les géants. Oui, La tradition est très claire dans tous les cas. mais peut-être pour se compenser eux-mêmes. Alors, petite question annexe, pourquoi le Gargantua de Milan Jeunesse n'est-il plus édité aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi n'est-il plus édité aujourd'hui? C'est une très bonne question. Ça faisait partie de vos... Ah non, mais je vais vous le dire, ça n'a rien à voir avec la qualité éventuelle du livre. Hein, c'est valable. Ça, c'est plus édité. Ça, c'est plus édité. Ça, c'est plus édité. Il y en a de nouveaux. Ça, c'est plus édité. Alors, il y en a d'autres. Jack, ça, c'est plus édité non plus. Ça, c'est plus édité. Bon. Et celui-là, il s'est vendu à 100 000 exemplaires, par exemple. Alors, c'est juste des tractations éditoriales, à chaque fois. J'ai fait partie de la création de Milan Livre, parce que Milan, au départ, c'était des revues qui concurrençaient les revues Bayard, et assez loin, ils ont fini par être à égalité. Et comme par hasard, quand il y en a un qui inventait une revue pour une classe d'âge, l'autre suivait, etc., bah vous avez suivi, et ça existe encore. À un moment donné, ils se sont dit, on va faire du livre. Alors, ils m'ont demandé de créer une collection pour la jeunesse. Je dis, d'accord, mais je veux être totalement libre, vous ne m'emmerdez pas. 2, je prends un comité de lecture qui sera rétribué pour chaque lecture de manuscrit, ce qui nous permettait de lire tous les manuscrits qui arrivaient.
Alors on a animé ça pendant 11 ans. C'est la collection Zanzibar. On a publié presque 200 bouquins. Et là, je peux dire que les best-sellers se sont vendus et continuent à se vendre à des millions d'exemplaires. En particulier Bernard Friot et quelques autres de la même eau. Et c'était, quand on les a publiés, ça sortait complètement de l'ordinaire. Chez un éditeur traditionnel, il ne l'aurait pas pris parce qu'il n'y a pas de public pour ça, ce genre-là. Ok. Donc, moi, je ne pouvais pas me publier dans cette collection, sauf le dernier livre. Quand j'ai su qu'on allait fermer la collection, le dernier livre, je l'ai donné anonymement au comité de lecture. J'ai assisté au débat et finalement, il a été édité de justesse. Mais en revanche, je publiais en parallèle dans la collection de grands albums, alors en particulier sur Rabelais. Enfin, je voulais des choses authentiques. Je voulais pas des cucuteries pour les enfants. Bon, j'avais déjà fait ça à l'école des loisirs, j'ai continué à le faire. Par exemple, j'étais le premier à publier Maupassant pour les enfants à l'école des loisirs, alors que personne n'y croyait. C'est la grande littérature. Les trois recueils où il y a le Papa de Simon, etc. Et bon, ça continue à se vendre très très bien. Je ne touche pas de droit d'auteur d'ailleurs dessus, parce qu'à l'époque, c'était pour rendre service. Bon, mais ça arrive souvent. Hein. J'ai traduit des chefs-d'œuvre comme Bonsoir Lune, mais mon nom ne figure pas dessus. Et j'ai jamais touché de droit d'auteur non plus. Bon, mais je m'en fous. La question n'est pas là. Alors, pour répondre à votre question, à un moment donné, Patrice Amen, qui avait créé les éditions, s'est vu offrir un pont d'or pour vendre les éditions Milan à Bayard. Donc Bayard a racheté Milan. Bon, alors moi déjà ma collection avait disparu depuis 1 an. À ce moment-là, ça ne me gênait pas de ce point de vue-là. Mais en revanche, le premier acte de Bayard, ça a été de supprimer la collection où il y avait 30 chefs-d'œuvre, parce qu'il n'y a pas que moi, il y en a plein qui avaient publié. Il devait y avoir 30 ou 40 grands albums de ce genre, avec des classiques. J'ai fait un article là-dessus, ça doit être dans l'école des lettres, ou bien je ne sais plus où, ou dans un bouquin peut-être, récemment. Mais rien à faire. La seule chose que j'ai faite, c'est aussitôt j'ai repris mes droits, en me disant si par hasard j'arrive à le rééditer quelque part, ben j'ai pas essayé. Hein. De temps en temps, j'en parle et puis je dis si ça intéresse un éditeur. Mais je préférerais republier celui-ci. Oui, parce que je sais que c'est ce que recherchent les parents. Ils recherchent quelque chose qui soit utile sur le plan classique, mais en même temps qui soit très rigolo. Et c'est rare qu'on arrive à trouver les deux. Parce que j'aimerais bien que Gargantua soit republié, mais pas forcément avec ces illustrations qui déroutent les adultes et que ne comprennent pas les enfants. Mais c'est un peu surréaliste. Ben oui, alors je sais bien qu'on fête l'anniversaire du surréalisme, mais ça a été mal perçu, ça a été mal reçu par beaucoup de critiques pour la jeunesse. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, ils faisaient la pluie et le beau temps. Bon, maintenant, ils ne servent plus à rien, personne ne le lit. Ah si, on commence à retrouver dans Ouest France, par exemple, maintenant il y a une page où à chaque fois, il y a des livres pour toutes les classes d'âge, y compris jeunesse, mais traités comme un livre adulte. Mais il a fallu attendre une éternité pour ça. Sinon, les influenceurs, il y en a beaucoup qui s'intéressent aux livres, mais ils n'y connaissent rien. Et c'est pas très favorable, sauf s'ils travaillent ensemble avec un éditeur, ou bien si c'est des histoires d'amour avec un autre nom aujourd'hui. Si c'est de la new romance. Et alors, vous écrivez aussi des polars? Oui. Oui, en fait, j'écris dans tous les genres. Depuis toujours, j'ai publié 130 bouquins. Enfin, les éditeurs ont publié 130 bouquins, parce que c'est chez Gallimard, Flammarion, l'École des loisirs, etc., etc.
Alors, bon, il y a à peu près dans tous les genres, sauf le roman d'amour. Encore que pour la jeunesse, oui. Alors, pour jeunesse, pour adultes, en polar, j'ai écrit pour les adultes. Alors, il n'y en a pas là, je pense pas. Mais sinon... Alors, sinon, pour les enfants, voilà, ça c'est une série avec un héros récurrent. C'est pour je dirais, le début je dirais 6e, 5e. Ça a commencé par le 13e Chat Noir, alors qu'il s'est très bien vendu et qui se vend encore. Nous allons faire de 100 000 exemplaires. Et le dernier, je l'ai publié chez un autre éditeur, Le Muscadier, pour voir, mais c'est le même héros récurrent. Pour les adultes, j'ai publié d'abord Ponce au sang en série noire chez Gallimard, et avec le même héros récurrent. Ensuite, c'était au masque, ça s'appelle Les Fous de Scarron, et ça a obtenu le prix, comment ça s'appelle déjà ? Oui, le prix Cognac. De littérature policière. Le troisième s'appelle le mal des fleurs. Alors à chaque fois, ça se situe dans les tomes d'hommes, parce que j'y suis beaucoup intervenu. J'ai fait j'ai organisé des stages, des universités d'été, des ateliers, etc. Et à chaque fois, j'écris un bouquin. Donc voilà. Et j'en ai un autre qui est en cours. Est-ce qu'il y en a un qui se passe à La Réunion? Oui, le troisième, Le mal des fleurs, ça se passe à La Réunion. Vous êtes originaire de La Réunion? Eh bien, ça commence par une araignée géante de La Réunion. Mais vous savez, elles sont mignonnes. Elles ne piquent pas. Sauf que l'intervenant qui est en train de faire une conférence et qui la voit faire ses petits, vous savez, quand ça court partout. Alors bon, voilà, ça commence comme ça. À La Réunion, je suis allé au moins 15 fois et j'ai créé les 2 festivals du livre. Le deuxième avait oublié le premier, mais moi j'ai survécu. Bon, mais je n'y suis pas retourné depuis 5-6 ans là, parce que j'attends qu'on m'invite. Hein. J'y vais jamais en vacances. Vous ne faites pas les trucs. Mais je ne me baigne pas là où il y a des requins. Hein. Celui sur Scarron, il se passe au Mans, du coup? Les Fous de Scarron, ça se passe au Mans, effectivement. Et alors, bon, il y a des choses extraordinaires. Parce que, bien entendu, on me demande souvent qu'est-ce qui est vrai là-dedans. Mais tout est vrai. C'est interprété, mais tout est vrai. Par exemple, pour les Fous de Scarron, il y a pas très loin de la maison où j'habite, dans un petit bled qui s'appelle Verny, il y a un château. Et le château est en ruine. Il a été démoli pendant les guerres de religion. Mais à côté, il y a un manoir qui a été rénové. Dans ce manoir, il y a une grande salle qui est aussi grande que ça, mais évidemment très ancienne. Et quand je l'ai visité, alors que c'était encore en ruine, il y avait au mur des emplacements et manifestement un tableau y avait été collé et arraché, et en dessous il y avait des cartons, enfin pas des cartons, des inscriptions sur le mur que j'ai reconnues comme étant des passages d'un bouquin de Scarron, enfin du bouquin de Scarron. Alors j'ai suivi la piste, et la salle s'appelait Salle Scarron. Alors j'ai suivi la piste, j'y suis revenu plusieurs fois. En réalité, c'est la famille qui habitait là, qui était une famille noble, qui avait piqué les trucs pour les mettre au musée du Mans. Ça faisait bien. Hein. Comme un don pour ouvrir ce musée du Mans, qui maintenant, je sais pas, 50 ans. Bon. Et la maison, le château en question a été racheté. J'ai vu les propriétaires, ils ont rénové un peu. Je vais refaire le livre, bien sûr. Et justement, le premier travail qu'on a fait ensemble avec Réjeanne Niogret, c'est une adaptation numérique du livre avec
des enquêtes un peu partout. Donc, on est retourné dans cette maison, elle a pris des photos, alors où on voit les transformations, on a interviewé les gens, il y a l'interview des gens, etc., etc. C'est-à-dire que ce qui était vrai au départ est devenu un roman, puis est redevenu vrai avec cette création numérique. Malheureusement, c'est la société, enfin l'éditeur qui a publié ça, n'avait pas les reins solides et le livre numérique n'est plus disponible, bon, sauf sur mon ordi. Mais je n'ai pas essayé de le vendre non plus. En fait, il faudrait que je prenne un agent parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de réédition, étant donné que je continue à publier 1 à 3 livres par an. Voilà. Le dernier paru, cette année, c'est celui-là. Crime parfait. Alors, ce sont des nouvelles, pas de moi, ce sont des nouvelles que j'ai traduites quand elles sont en anglais, au départ. Vous pouvez regarder. Et je peux vous dire une anecdote là-dessus que personne ne connaît. Il est sorti, l'édition est sortie en janvier. Et je suis parti en vacances avec ma fille, enfin pas seulement ma fille, mais en famille en mars. Et puis, elle avait emmené le livre pour le lire. Parce qu'elle est théâtreuse, alors entre les répétitions, etc., elle n'a pas le temps de beaucoup lire. Et à un moment donné, elle dit « Papa, c'est scandaleux !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Regarde, alors je ne sais plus, à la page 180, ça passe à la page 56, qu'on a déjà lu à la page 56. » Alors, c'était vrai. Il manquait une page et ils avaient remis la page, et évidemment, à l'endroit le plus stratégique de la nouvelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je téléphone aussitôt à l'éditeur, c'était les vacances de février ou mars. Non, les vacances de Pâques, c'est ça. Et je tombe sur ma directrice de collection, elle dit, c'est pas vrai. Et justement, elle allait à l'école des loisirs le lendemain. Alors, elle m'a retéléphoné le lendemain. Elle me dit, ils viennent juste de s'en apercevoir. Et alors, évidemment, c'est l'éditeur. Enfin, je ne sais pas comment dire à qui c'est dû, mais elle me dit, écoute, j'ai fait rajouter dans cette page-là, la page qui manque, j'ai fait rajouter au dernier moment un point d'exclamation. Et quand ils ont changé la page, alors il y a, je ne sais pas qui est-ce qui s'occupait de ça chez l'imprimeur, donc branle-bas de combat, ils ne voulaient pas que j'en parle à la radio ou à la télé, hein, il fallait que ça reste secret, branle-bas de combat. En l'espace d'une semaine, ils ont republié, enfin réédité le bouquin, ils ont rappelé discrètement les fautifs. J'en ai gardé quelques-uns, ça va devenir des raretés. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Donc, si vous voulez acheter le bon livre, il est là. Il y a aussi l'anthologie de l'épouvante. Ah oui, alors, comme demain c'est Halloween, j'ai amené quelques bouquins épouvantables, l'anthologie de l'épouvante, mais je ne vous le recommande pas parce que c'est insupportable. C'est terrible, c'est terrifiant. À ce point-là? Anthologie de l'épouvante, j'ai amené aussi, le titre est parlant, Revenant et Diablerie. Merci. Alors c'est pareil, ce sont des nouvelles. Et un polar qui est un peu terrifiant, Le squelette éparpillé. Pour adultes. Je vous propose de faire une séance de lecture maintenant. Je vous remercie. Merci. Merci.